Bonjour, j'espère que nous en forme. Et dans cette vidéo, nous allons parler des transports membranaires. Donc, nous sommes arrivés à la dernière étape de notre étude sur la membrane plasmique. Donc, nous avons terminé avec l'étude des constituants de la membrane plasmique. Et nous allons poursuivre avec les transports membranaires. Donc, comme vous le savez, la membrane plasmique joue un rôle structural. Donc, c'est une structure trilamellaire de la cellule. Donc, la cellule n'existe pas sans membrane plasmique. Maintenant, non seulement cette membrane joue un rôle structural, mais elle joue également un rôle fonctionnel. Et parmi les différentes fonctions de la membrane, donc vous avez les transports, c'est-à-dire l'échange entre le milieu intra et le milieu extracellulaire. Donc l'une des particularités de la membrane plasmique, c'est que cette membrane plasmique est sélective. Sélective dans le sens que elle ne permet pas à toute molécule de traverser la membrane plasmique, ok? Et celles qui peuvent traverser la membrane plasmique, ces molécules sont contrôlées, ces molécules sont prises en charge par des transporteurs. Donc, il y a certaines molécules qui peuvent traverser la membrane sans difficulté. Par exemple, les molécules hydrophobes, les petites molécules hydrophobes comme les gaz, le dioxyde et de carbone, dioxygène, diazote. Donc, ces molécules peuvent passer par simple diffusion et la membrane plasmique. Et vous avez des molécules qui doivent être prises en charge par des transporteurs membranaires. Et ce transport se fait suivant plusieurs mécanismes. Donc, nous allons voir les différents mécanismes donc, impliqués dans le transport de molécules et de substrats à travers la membrane plasmique. Donc, comme vous le savez, la cellule est une unité vivante et pour rester en vie, donc cette cellule doit non seulement communiquer avec son environnement, cette cellule doit recevoir des instructions de la part du cerveau, de la part et d'autres cellules pour pouvoir remplir correctement sa fonction. OK? Maintenant, qu'il s'agisse de molécules, qu'il s'agisse d'informations ou encore de messagers, donc tout passe à travers la membrane plasmique suivant des mécanismes différents. Donc, on distingue ainsi les échanges par transport actif ou passif. OK? Donc, on va voir en quoi consiste. Donc, c'est les échanges par transport actif ou par transport passif. Alors, transport passif, c'est un transport qui d'abord ne nécessite pas d'énergie. OK? Le transport est passif quand l'énergie n'est pas mise en jeu pour permettre à une molécule de traverser la membrane plasmique. Donc, dans ce cas, le déplacement se fait selon un gradient de concentration, c'est-à-dire que et, la membrane plasmique sépare deux milieux. Donc, il se peut que dans un milieu, il y a une plus forte concentration de soluté et à ce moment, le déplacement va se faire du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. OK? Disons par exemple, c'est l'oxygène par exemple. Donc le dioxygène est, si le dioxygène est plus concentré dans le milieu extracellulaire, mais le dioxygène va pénétrer dans la cellule parce que le déplacement se fait vers le milieu le plus concentré
du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré en solution jusqu'à atteindre un équilibre entre les deux milieux. Maintenant, il faut rappeler que pour ce transport passif, donc il y a deux choses à se rappeler. C'est d'abord, dans le transport passif, il n'y a pas consommation d'énergie, que ce soit sous forme d'ATP et que ce soit suivant un gradient électrochimique, donc il n'y a pas de consommation d'énergie. Et ensuite, il y a trois choses à se rappeler. C'est d'abord, il n'y a pas consommation d'énergie. Ensuite, le déplacement se fait selon un gradient de concentration, c'est-à-dire et le déplacement se fait du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Donc, ça peut être du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, tout comme l'inverse, du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Et la troisième chose qu'il faut retenir, c'est que donc on distingue la diffusion simple et la diffusion facilitée. Donc diffusion simple et diffusion facilitée. Donc trois points importants à se rappeler par rapport à ce qu'on a déjà dit sur le transport passif. Donc maintenant, voyons la différence, qu'est-ce qui caractérise la diffusion simple et la diffusion facilitée. Donc dans la diffusion simple, donc un soluté franchit directement la double couche lipidique. C'est-à-dire que le soluté passe sans contrôle, naturellement, facilement. Donc ce procédé ne nécessite donc pas de transport membranaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transport membranaire qui intervient dans le transport. Donc, la molécule passe directement la bicouche lipidique, OK? Et la vitesse de diffusion est proportionnelle à quoi? Donc, à la différence de concentration entre les deux milieux. Donc, plus un milieu est concentré en solution, c'est plus la vitesse de diffusion sera grande. Et puis, ça dépend aussi de la température. OK, ça dépend de la température et inversement proportionnel à la taille de l'élément à transporter. Donc, inversement proportionnel à la taille de l'élément à transporter. Donc, cela veut dire quoi? Donc, plus et la vitesse est inversement proportionnelle à la taille. Donc, cela veut dire que donc si plus le solide est la taille est grande, ok, plus la taille est grande, donc c'est moins plus la vitesse est lente, ok, plus la vitesse est lente. Donc c'est inversement proportionnel. Donc si s'il s'agit d'une petite molécule, eh bien, la petite molécule va passer rapidement. Alors que s'il s'agit d'une grande molécule, OK? Les grandes molécules, on peut prendre l'exemple des acides gras. Donc, les acides gras, c'est des molécules, les hormones stéroïdiennes, OK? Ce sont des molécules hydrophobes donc, qui peuvent traverser la membrane plasmique par diffusion simple. Mais cependant, si on compare le dioxygène, la taille, OK, du dioxygène par rapport à un acide gras qui possède par exemple 18 atomes de carbone, donc vous êtes d'accord avec moi que la vitesse de diffusion de dioxygène va être beaucoup plus grande par rapport à la vitesse de diffusion d'un acide gras, ok, parce que et plus le solide je dirais, est de grande taille, donc plus la vitesse est lente. Donc c'est pourquoi on dit la vitesse est inversement proportionnelle à la taille de l'élément à transporter, ok, alors que pour la concentration et la température, donc la vitesse de diffusion est proportionnelle. C'est-à-dire, plus la température est élevée, donc plus la vitesse est grande, plus le milieu est concentré, donc plus la vitesse est grande entre les deux milieux. Diffusion facilitée.
Donc, le passage de soluté, dans ce cas, est assuré par l'intermédiaire d'un transporteur membranaire. OK? Donc, dans la diffusion facilitée, donc, il y a une protéine membranaire qui intervient pour faciliter donc, le passage du soluté et du substrat de la molécule. OK? Donc, le transport, dans ce cas, est qualifié d'uniport. Uniport, c'est-à-dire que le transport se fait dans un seul sens. OK? Dans un seul sens. Donc, la vitesse de transport est liée au nombre de transporteurs membranaires. Okay? La vitesse de transport, dans ce cas, est liée au nombre de transporteurs membranaires. Et si tous les transporteurs sont saturés, c'est-à-dire occupés, donc la vitesse atteint un plateau et est donc maximale. Donc, on distingue deux types de transport facilité. Vous avez la diffusion facilitée par un canal, par exemple les canaux ioniques, canal ionique à sodium, canal ionique à potassium, canal à eau, à aquaporine, et vous avez la diffusion facilitée par protéines porteuses, ok? Et ces protéines, ok, nécessitent cette diffusion, ok, cette diffusion et alors on dit la nécessité d'un changement de conformation du transporteur. En fait, et le transporteur membranaire, dans ce cas, c'est une protéine, ok? Et au moment du passage du soluté, donc le transporteur va subir un changement de forme, c'est ce qu'on appelle la conformation, de manière à faciliter donc, le passage du solide. Donc, vous avez par exemple le transporteur de glucose, GLUT, présent sur la membrane basale des entérocytes. Alors, la membrane basale pour les entérocytes, donc, c'est des cellules intestinales qui interviennent dans l'absorption des nutriments. Donc, vous avez un pôle apical, vous avez un pôle basal ou encore une membrane apicale, une membrane basale. Donc, les transporteurs de glucose, GLUT, il y a différentes familles de GLUT, GLUT 1, 2, 3, 4, etc. Donc, ces transporteurs sont présents sur la membrane basale des entérocytes. Donc, pour faciliter ce transport, il doit y avoir un changement de conformation. Donc, quand il n'y a pas de transport, quand il n'y a pas de glucose à transporter, donc ce transporteur a une forme, mais quand le glucose est présent et que ce glucose doit passer de l'entérocyte et à la circulation sanguine, à ce moment, donc ce transporteur va changer de forme de manière à faciliter le passage du soluté et dans notre cas du glucose. Donc ça, il s'agit du transport et transport passif. Donc le transport passif, donc qui inclut plusieurs mécanismes. Vous avez la diffusion simple, ok, diffusion simple. Et puis, vous avez la diffusion et facilitée, donc facilitée par un canal, facilitée par une protéine porteuse. Vous avez également l'autre type de transport, c'est le transport actif. Donc, le transport actif, contrairement au transport passif, donc le transport actif nécessite de l'énergie et cette énergie l'origine de l'énergie donc va déterminer le type de transport actif. Donc, voilà, maintenant on distingue transport actif primaire et transport actif secondaire. Donc, on va voir qu'est-ce qui différencie ces transports. Donc, c'est surtout l'origine de l'énergie qui différencie ces transports. Dans le cas du transport actif primaire, l'énergie provient de l'hydrolyse de l'ATP, adénosine triphosphate. Donc, dans le cas du transport actif secondaire, donc l'énergie provient d'un gradient électronique, électrochimique, un gradient électrochimique dont on verra et c'est quoi ce gradient électrochimique.
Regardons ensemble le principe transport du soluté réalisé contre son gradient de concentration. Donc, voyez ici, c'est contre son gradient de concentration. Donc, dans le transport passif ou encore diffusion simple, donc, ça dépend, le déplacement se fait du milieu le plus concentré vers le moins concentré. OK? Donc, mais dans le cas du transport actif, donc dans le cas du transport actif, donc ce transport est réalisé, le transport de solidité est réalisé contre son gradient de concentration. Cela veut dire que le transport peut se faire du milieu le moins concentré vers le plus concentré. Dans ce cas, il faudra utiliser une force, OK, pour pouvoir et, et faire déplacer un soluté du milieu le moins concentré vers le plus concentré. Donc, c'est aller à contre-courant. OK? C'est comme monter une montagne, grimper une montagne ou aller marcher ou bien nager au sens inverse de la rivière. Donc là, il faut de l'énergie. Donc, il faut de l'énergie parce que on est à contre-courant. Donc, nécessite donc de l'énergie. Et en fonction du type d'énergie, on distingue, comme je l'avais dit, donc les transports actifs primaires et les transports actifs secondaires. Donc, voyons la différence entre ces deux types de transport. Donc, ici, on vous montre aquaporine. Aquaporine, c'est un transporteur membranaire qui facilite l'entrée de l'eau dans la cellule. Donc, c'est la diffusion facilitée par un canal. OK. Maintenant, nous poursuivons le transport actif primaire. Donc, l'énergie est fournie par l'hydrolyse d'une molécule d'ATP. Donc, ATP, c'est une forme de réserve chimique des êtres vivants. Alors, il y a d'autres formes de réserve chimique des êtres vivants. Mais généralement, c'est l'ATP, adénosine triphosphate, OK, qui est synonyme de pop ATPase. Pop ATPase, OK, donc pop ATPase, et cette pop ATPase se trouve sur la membrane plasmique. On a par exemple pop Na plus K plus ATPase. Et dans ce cas, donc ça, c'est l'échange entre le sodium et le potassium à travers la membrane plasmique. Donc là, je vais préciser pour vous que le potassium est l'ion intracellulaire, alors que le sodium, c'est extracellulaire. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de potassium à l'extérieur de la cellule et beaucoup plus de sodium à l'extérieur de la cellule et beaucoup plus de potassium à l'intérieur de la cellule. Maintenant, donc la pompe Na plus K plus ATPase, mais elle fait sortir 3 sodium. Écoute-moi, elle fait sortir 3 sodium. N'oubliez pas que le sodium, c'est l'ion du milieu extracellulaire. Donc, la concentration, naturellement, la concentration du sodium est supérieure dans le milieu extracellulaire par rapport au milieu intracellulaire. Maintenant, si le milieu extracellulaire est déjà concentré, plus concentré en sodium, donc faire sortir 3 sodium, c'est contre le gradient. Contre le gradient, c'est-à-dire contre le milieu le plus concentré. Donc, par conséquent, il faudra de l'énergie pour pouvoir mettre 3 sodium à l'extérieur. C'est idem. Donc, le milieu intracellulaire est plus concentré en potassium que le milieu extra. Donc, maintenant, faire rentrer de potassium dans la cellule, donc cela nécessite de l'énergie. Donc, vous avez également le pompe H plus ATPase, faire rentrer H plus dans les lysosomes. Donc, les lysosomes qu'on trouve en grande quantité dans les cellules hépatiques, donc les cellules qui détoxifient l'organisme et qui nécessitent un milieu acide pour faire ce travail. Mais pour faire entrer
dans les lysosomes des proto-H+, donc il faut également de l'énergie. Il faut de l'énergie, donc, et cette énergie provient de l'hydrolyse de l'ATP. Et ensuite, vous avez le transport actif secondaire. Donc, l'énergie est fournie par le cotransport d'un soluté suivant son gradient de concentration. On distingue, suivant le cas, si le soluté et cotransport dans le même sens, on parle de sympore. Si c'est en sens opposé, on parle d'antipore. Il y a une image et dans le slide précédent ou dans l'autre qui vous explique et qui schématise, qui vous montre effectivement les différents types de transport et secondaire. Maintenant, dans le transport actif secondaire, ce qu'il faut savoir, c'est que le soluté est accompagné. Le soluté est accompagné et d'un cotransport. Le soluté, la molécule à transporter, est accompagné de cotransport. Donc, c'est deux, et je dirais dans ce cas, c'est un transporteur mobile. Un transporteur mobile, contrairement au transporteur membranaire qu'on a vu dans le transport passif, qui, 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 qui fait partie intégrante de la membrane, qui est fixée sur la membrane. Donc, dans le transport secondaire, le cotransport, c'est une molécule qui est soit, qui accompagne, qui accompagne le soluté, mais ça peut se faire dans le même sens, c'est-à-dire le soluté et le cotransport peuvent entrer, ça peut faire dans le sens inverse, le soluté rentre et puis le cotransport sort. Donc, c'est comme quelqu'un qui me tient la main pour traverser une barrière avec moi. OK? Quelqu'un qui me tient la main pour traverser une barrière avec moi. Ou du moins, ça, c'est dans le même sens. Ou du moins, pendant que ma rentrée, et puis mon app sorti, et puis nous croiser, nous communiquer. Donc, ça permet et transport. Maintenant, si le transport se fait dans le même sens et soluté éco-transport aller dans le même sens, on parle de symport. Et si le transport se fait dans le sens opposé, c'est-à-dire le solide rentre dans la cellule et puis le co-transport sort, eh bien, il y a antiport. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que le déplacement du co-transport génère de l'énergie. Le déplacement du co-transport génère de l'énergie et c'est cette énergie générée par le déplacement du co-transport qui va faciliter l'entrée du soluté dans la cellule. OK? Ou bien la sortie du soluté dans la cellule. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cotransport, le déplacement du cotransport, donc, se fait selon son gradient de concentration, c'est-à-dire le cotransport se déplace du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Voici les différents mécanismes de transport. Donc ici, quand la molécule est à transporter, se déplace dans un seul sens, dans une seule direction. Donc là, on parle de uniport. Donc dans uniport, donc ça concerne donc le transport passif. OK, le transport passif. Maintenant, de l'autre côté, on est dans le transport actif. OK, on est dans le transport actif. Donc, ici, en bleu, c'est la molécule à transporter. En bleu, c'est la molécule à transporter. Donc, en gris, c'est le cotransport. Donc, le cotransport, voyez ici, le cotransport se déplace, le soluté et le cotransport se déplacent dans le même sens. Donc, il s'agit de symport. Il s'agit de symport. Maintenant, je rappelle que le déplacement du cotransport se fait selon un gradient de concentration et c'est ce déplacement qui va générer de l'énergie. On appelle cette énergie provient d'un gradient électrochimique. Donc, c'est cette énergie qui va faciliter donc l'entrée du soluté dans la cellule.
Donc, antipore, voyez bien, donc le cotransport se déplace dans le sens inverse du soluté. Donc, le soluté rentre dans la cellule et le cotransport sort. Donc, cela se fait à travers une protéine qu'on appelle une perméase. OK, donc voyons des exemples de cotransport. Cotransport utilisant gradient de sodium, le concentrer dans le milieu extracellulaire. Donc, absorption du glucose par Saint-Port. Donc, le glucose peut entrer dans la cellule accompagné d'un sodium. OK, le glucose peut entrer dans la cellule, mais ce glucose va être accompagné de sodium. Donc, le sodium est plus concentré dans le milieu extracellulaire. Donc, si le sodium rentre dans la cellule, le sodium passe d'un milieu plus concentré vers un milieu moins concentré. Donc, ça, on appelle gradient de concentration. OK? Donc, ça, c'est le symbole parce que glucose à l'extérieur de la cellule, sodium à l'extérieur, donc les deux rentrent dans la cellule, donc c'est le sympore. Extrusion du calcium de la cellule par antipore, donc le calcium sort de la cellule alors que le sodium pénètre dans la cellule, donc ici c'est antipore. OK, donc là, on reprend l'ensemble des transports dans ce schéma. Donc, vous voyez ici, gradient de concentration. Donc, à l'extérieur, il y a beaucoup plus de soluté qu'à l'intérieur. Par conséquent, le déplacement va se faire du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Donc, quand la molécule passe à travers la bicouche lipidique sans l'intermédiaire d'une perméase, sans l'intermédiaire d'un canal ionique, sans l'intermédiaire d'une protéine membranaire, donc on parle de diffusion simple. Donc, quand le transport se fait à travers un canal ionique comme aquaporine, comme à travers d'une protéine membranaire. Donc là, on parle de diffusion facilitée, donc il n'y a pas consommation d'énergie. Et dans le transport actif, il y a consommation d'énergie, donc dépendamment de l'origine de l'énergie. Donc on parle de transport actif primaire. Si l'énergie provient de l'hydrolyse de l'ATP, donc quand l'ATP est hydrolysé, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient adénosine et diphosphate et PI, un groupe en phosphate qui est libéré. Donc, cette énergie provient de l'hydrolyse de la liaison phosphodiester. C'est une liaison phosphodiester. Donc, les trois groupes en phosphate, dans les trois groupes en phosphate, vous avez deux liaisons phosphodiester. Donc, les liaisons phosphodiester, donc, sont des liaisons qui sont riches en énergie. Donc là, il y a 30,5 kilocalories qui sont libérées et cette énergie est utilisée pour me faire sortir ou encore faire entrer des solutés dans la cellule. Et de l'autre côté, à droite, donc on a le transport actif secondaire dont l'énergie provient d'un gradient électrochimique et donc ça peut être sympore ou antipore selon le sens de déplacement du cotransport et du soluté. Donc là, on va parler des transports vésiculaires. OK? On va parler des transports vésiculaires. Et ce transport concerne les particules qui sont trop grosses pour franchir la membrane. OK? Pour franchir la membrane, par exemple, les protéines. Certaines molécules protéines et particules sont trop grosses pour franchir les membranes par des transporteurs membranaires. Donc, le transport va donc nécessiter des mouvements de la membrane plasmique pour évacuer, pour ingérer ces molécules. OK? Donc, ce transport vésiculaire, donc, il va y avoir des formations de la membrane et cette membrane va englober la particule à transporter, soit pour expulser, soit pour ingérer et des particules. Donc, voilà les différents types de transport vésiculaire. Nous avons l'exocytose. Il s'agit d'une sécrétion, élimination de molécules présentes dans la cellule. OK, maintenant, les substances à sécréter, à éliminer sont enfermées dans des vésicules
qui fusionne avec la membrane, ok, qui fusionne avec la membrane. Donc, la substance est transportée est transportée, est enfermée, est véhiculée, si vous voulez, est transportée par un vésicule. Donc, ce vésicule est pas arrivé au niveau de la membrane. OK? Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que s'il y a fusionnement entre vésicule et membrane, c'est qu'il y a une complémentarité, OK? Il y a une ressemblance, il y a une complémentarité. Donc, les substances sont enfermées dans des vésicules qui fusionnent avec la membrane et déversent leur contenu à l'extérieur. Donc, il s'agit de déchets, de mucus, de médiateurs, hormones. Donc, ces substances sont déversées dans le milieu extracellulaire. Donc, formation et transport des vésicules sont des processus consommateurs d'énergie. La fusion nécessite une reconnaissance vésicule membrane plasmique par l'intermédiaire des complexes protéiques VT, SNAR et SNAR. Est-ce que je bien prononcé? OK. J'espère bien prononcer les. Donc, c'est très probablement un complexe protéique qui facilite et OK. Alors, VT, c'est pas, ça peut être V-SNAIR, ça peut être T-SNAIR, OK? OK, maintenant, chaque type de... Alors, que signifie SNAIR? Laisse-moi vérifier pour vous. Alors, SNAIR, c'est soluble NSF, attachement protéine récepteur. Alors, et pour les VSNER, VSNER, c'est vésicule SNER. Donc, on les retrouve sur la membrane de la vésicule. Donc, fonction permet la reconnaissance et l'ancrage sur la membrane plasmique. OK? Ensuite, vous avez TSNER sur la membrane plasmique. OK? Exemple, membrane plasmique et membrane plasmique et appareil de Golgi interagit avec le vésiculaire pour faciliter la fusion des membranes. Alors, comment pourrait-on expliquer ça de façon simple? Si normalement le vésicule doit être fusionné avec la membrane, mais il faut qu'il y ait des molécules qui permettent non seulement la reconnaissance, mais la fixation de la membrane plasmique et de la du vésicule donc pour faciliter cette fusion. Donc sur la membrane plasmique, vous avez les complexes protéiques T-SNER et sur le vésicule, le target, T c'est pour target, et sur le vésicule, donc vous avez les complexes protéiques V-SNER, donc T-SNER, V-SNER se rencontrent, se fusionnent, et puis ça facilite non seulement la reconnaissance, mais aussi le fusionnement. OK, donc voici une image qui illustre l'exocytose. Donc voici le vésicule qui arrive. Le vésicule arrive, mais au niveau du vésicule, laissez-moi ajouter vous montrer. OK? Au niveau du vésicule, à l'endroit, voilà, voir ici, à l'endroit où le fusionnement va se faire, donc vous avez un complexe protéique. OK, ici c'est Wissner, alors que sur la membrane plasmique, vous avez un autre complexe protéique qui est Tessner. Donc, Tessner va se rencontrer et ça va faciliter non seulement la reconnaissance, mais aussi le fusionnement
entre la membrane vésiculaire et la membrane plasmique. OK? Maintenant, ici, c'est le vésicule approche la membrane. Donc, il y a ici fusionnement et ici, il y a expulsion, évacuation de déchets et de neuromédiateurs et de hormones, etc. Et puis, il y a ensuite reconstitution de la membrane plasmique. Donc, n'oubliez pas que la membrane plasmique, c'est une structure et dynamique. OK? La membrane plasmique n'est pas figée. Donc, c'est une structure dynamique. Donc, c'est cette propriété de la membrane donc, qui lui permet de se fusionner, de se reformer, de se reconstituer. Donc, après élimination de déchets ou encore après intégration de particules dans la cellule. Donc, l'endocytose, c'est le processus par lequel une cellule absorbe des particules ou des solutés en les englobant dans des vésicules par invagination de la membrane plasmique. Okay? On distingue plusieurs types d'endocytose selon les substances ingérées et leur taille. Donc, l'exocytose, c'est l'évacuation. OK? Maintenant, dans l'exocytose, mais l'élément, la substance à être évacuée est arrivée dans un vésicule. Mais dans le cas de l'endocytose, donc il n'y a pas, et la substance à ingérer n'est pas arrivée dans un vésicule. Donc la substance, au contact de la membrane plasmique, ok, la membrane plasmique s'invagine et c'est cette invagination qui va former un vésicule d'endocytose. Donc, on peut avoir des vésicules d'exocytose tout comme on peut avoir des vésicules d'endocytose. Donc, vous voyez ici, l'image montre clairement, vous avez en bleu, c'est la substance à ingérer, donc cette substance au contact de la membrane plasmique. Bien entendu, dans des zones bien spécifiques de la membrane, dans des zones bien spécifiques de la membrane plasmique, okay, c'est à tous les niveaux de la membrane que l'endocytose est possible. Donc, il y a des zones bien spécifiques de la membrane plasmique où l'endocytose est possible. Okay? Il y a des récepteurs spécifiques et les radolipidiques. Si vous vous rappelez, on avait parlé dans un cours des radolipidiques, c'est des, 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 des espaces, des portions de la membrane plasmique qui, et sur le plan moléculaire, sur le plan chimique, le plan structural est différent du reste de la membrane. Donc, c'est à ce niveau que se fait l'endocytose, au niveau des radolipidiques. OK? C'est au niveau des radolipidiques que se fait l'endocytose. Donc, maintenant, et donc, voyez ici les boules en bleu. Donc, c'est la substance à ingérer. Donc, au contact de la membrane, au niveau des radolipidiques, mais la membrane commence à s'invaginer et l'invagination s'agrandit et jusqu'à la formation d'un vésicule d'endocytose qui englobe la substance et qui va libérer, non seulement transporter la substance à un endroit spécifique de la cellule, mais qui va libérer cette substance pour entraîner une action. Donc, il y a plusieurs types d'endocytose. Donc, endocytose par récepteur, endocytose sélective qui nécessite des récepteurs membranaires spécifiques de la molécule à ingérer. C'est-à-dire que la molécule, avant d'être intégrée dans la cellule, elle doit se fixer, elle doit être liée à des récepteurs membranaires. Okay? Donc, le complexe molécule-récepteur est alors endocyté et localisé dans un vésicule. Donc, ni le récepteur, ni la molécule à ingérer. Donc, les deux sont localisés, sont intégrés dans une vésicule
et l'endosome précoce. Donc, cette vésicule, alors c'est féminin, cette vésicule qui contient et la molécule a intégré dans la cellule le récepteur membranaire, donc constitue ce qu'on appelle l'endosome précoce. L'exemple que nous avons ici, c'est le cholestérol sanguin, est transporté dans le plasma associé à diverses molécules, dont les LDL. Ces LDL ne peuvent céder leur cholestérol à la cellule qu'après fixation sur des récepteurs spécifiques de la membrane plasmique et s'ensuit l'endocytose du couple récepteur LDL. Vous avez la phagocytose, donc endocytose de particules de grande taille, bactéries, débris cellulaires, par exemple phagocytose de bactéries par les macrophages, ok? Phagocytose de bactéries par les macrophages. Vous avez la pinocytose, c'est ingestion de molécules en suspension prélevées dans le milieu extracellulaire, par exemple les gouttelettes lipédiques. Donc, c'est un phénomène fréquent chez la plupart des cellules, surtout et des cellules rénales et intestinales. Donc, voilà un modèle de pinocytose, donc gouttelettes lipédiques au contact de la membrane et à début d'invagination et formation d'un fin canal. OK? Et finalement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a passage de la gouttelette dans le cytosol et ensuite résorption du canal, régression du canal et reconstitution de la membrane plasmique. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a parlé de transport et membranaire. Donc à titre de rappel, donc vous avez les transports qui sont réalisés sans déformation de la membrane plasmique. Donc, ces molécules passent à travers la membrane, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un transporteur membranaire. Donc, si la molécule passe directement, on parle de diffusion simple. Et la diffusion simple, et alors, il y a deux types de transport membranaire, donc passif-actif. Dans le transport passif, donc vous avez la diffusion simple quand la molécule passe directement à travers la membrane, comme c'est le cas pour les petites molécules hydrophobes. OK? Maintenant, quand il s'agit de petites molécules polaires non chargées comme l'eau, glycérol, donc ces molécules sont prises en charge par des transporteurs membranaires ou encore des canaux. Donc, c'est toujours le transport passif, mais un type particulier qu'on appelle diffusion facilitée parce que dans cette diffusion, eh bien, vous avez des transporteurs, vous avez des canaux qui facilitent le passage des molécules, des petites molécules polaires non chargées. Et puis, en ce qui concerne les grosses molécules polaires et les ions, donc ce transport peut se faire par le transport actif, et soit transport actif primaire, soit transport actif secondaire. Dans le transport actif primaire, l'énergie provient de l'ATP. Dans le transport actif secondaire, l'énergie provient de gradient électrochimique. Et dans le transport membranaire, donc cela concerne les transports vésiculaires, je dirais, transport vésiculaire, donc cela implique une déformation de la membrane plasmique, une déformation de la membrane plasmique. Maintenant, ce transport est assuré par des vésicules. Donc, les vésicules peuvent, dans le cas de l'endocytose, les vésicules sont formées à partir de la membrane plasmique. Dans le cas de l'exocytose, les vésicules ne sont pas formées à partir de la membrane plasmique. Les vésicules sont formées à partir de la membrane de l'organite, OK, qui est chargé d'expulser la substance donnée. Si c'est par exemple l'appareil de Golgi, OK, si c'est l'appareil de Golgi ou encore le réticulum endoplasmique qui produit la molécule à évacuer, eh bien, c'est ces appareils-là qui vont former, donner naissance aux vésicules. Et maintenant, ce qu'il faut dire également, c'est que les vésicules d'exocytose
Donc, vont se lier à la membrane, se fusionner à la membrane pour faciliter l'expulsion et cette fixation, ce fusionnement est assuré par des complexes protéines qu'on appelle Wissner, qu'on retrouve sur la vésicule, et Tessner, target, qu'on retrouve sur la membrane plasmique. Voilà pour la dernière partie du cours sur la membrane plasmique. Donc, vous avez des questions à choix multiples à la fin du cours. Donc, vous répondrez aux questions. Si vous avez des questions, donc, vous pouvez me poser les questions dans la rubrique et commentaires et de ma chaîne YouTube. Bon visionnage à tout le monde.